pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 54. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et cette fois-ci, on a décidé de parler surtout ciné. Parce qu'on a décidé de revenir sur Three Billboards, qui est un peu le film qui fait débat à chaque fois qu'on en parle. Il y en a l'un de nous qui grince des dents, qui fait et l'autre qui dit ah là là, meilleur film. Donc on va en reparler, et comme il vient de sortir en France, c'est l'occasion. Et en plus, il est archi favori pour la course aux Oscars, donc ça va être intéressant. Je suis Daniel Andreev, et de l'autre côté du globe se trouve Benjamin François, qui vient commencer la nuit. C'est la nuit à Los Angeles, n'est-ce pas ? C'est ça, il est 23h, donc salut Daniel, salut aux auditeurs, et bah oui, moi je vais bientôt, une fois qu'on aura terminé d'enregistrer, commencer ma nuit, et puis bah toi tu t'es levé très tôt pour enregistrer. Tu vois ce que ça fait ? Tu vois ce que ça fait ? Ouais, alors que en plus tu reviens de loin, donc tu aurais pu vouloir te reposer un petit peu, mais non. Non, pour finalement, les auditeurs, jamais je me repose. Et on aurait pu aussi enregistrer plus tôt, c'est-à-dire hier, mais finalement t'as préféré te reposer un peu, et c'est pour ça que tu t'es levé aux aurores pour enregistrer ce matin. Me reposer un peu, tu parles. En fait, j'ai joué comme un porcasse. Ouais. J'ai joué à mort à un jeu. Bah, je pense que je peux le dire maintenant, vu que ça me paraît évident à quoi je suis en train de jouer. Je joue à Monster Hunter World. Voilà. Et donc, ça prend vraiment beaucoup de temps, et j'adore ce jeu, et dès que j'ai fini d'enregistrer, je vais pas me coucher, je vais y jouer. Est-ce que tu veux commencer par me raconter un peu ce qui t'est arrivé, le temps de ces 2 semaines? Bah écoute, parce que toi t'as une actu chargée, il me semble. J'ai eu une actu un peu chargée. Alors j'ai fini tel jeu. Bah oui, j'ai terminé Quantum Break, puisque j'avais. Oh, putain, je me fous de toi, mais en plus c'est vrai. Mais c'est vrai, j'en avais parlé lors de la précédente émission. À l'époque, je venais juste de l'entamer. Maintenant, je l'ai fini, et que dire. Est-ce que tu y as joué toi à Quantum Break ou pas? Je me rappelle plus. Non, tu l'as pas fait. Non, je l'ai. J'ai jamais trouvé le temps. Mais je sais juste un truc, c'est qu'il y a. C'est qu'il y a Littlefinger. Il y a Tony Carcetti, Littlefinger, et à chaque fois que je le vois, je l'imagine en train de surjouer comme il fait. Why my lady? Eh ben, tu sais que voilà, ton imitation déjà tu l'avais faite la dernière fois, elle a eu beaucoup de succès, et en fait après à chaque fois qu'il parlait dans le jeu, je t'imaginais en train de l'imiter, parce que c'est incroyable, le type il parle tout le temps comme ça en fait. Donc il parle comme il parle quand il est Littlefinger, bah dans Quantum Break il parle comme ça. Donc c'est un peu perturbant au bout d'un moment. Lord Benjamin, why have you been doing this? Et Quantum Break c'est un jeu qui à la base tu sens qu'il est bourré de bonnes intentions. J'ai pas détesté les gunfights. Je sais que papa a pas trop aimé, lui, les gunfights. Mais j'ai trouvé ça quand même moins répétitif qu'Alan Wake, qui avait d'autres qualités, mais qui, au niveau, jeu lui-même était vraiment chiant. Là, au moins, dans Quantum Break, je me suis pas tellement ennuyé, mais j'avoue que, putain, quand t'arrives au bout, tu te dis, mais tout ça pour ça, quoi. Il y a quand même un problème avec cette histoire qui se termine en autre boudin, alors que on te fait monter la sauce pendant tout le scénar. Il y a des passages vraiment très bizarres. Enfin, ce serait bien que tu y joues pour qu'on puisse en discuter plus, parce que j'ai pas trop envie de te cacher la surprise, mais voilà, si un jour tu le fais, écoute, on en reparlera. Moi, j'étais quand même pas mal déçu. Il y a des choses qui sont annoncées et qui finalement n'arrivent jamais, et tu te dis, est-ce qu'ils se le gardaient sous le coude pour une éventuelle suite? Mais apparemment, c'est pas prévu qu'il y ait une suite, donc voilà. Figure-toi que j'ai rebranché ma Xbox. J'ai rebranché ma Xbox. C'était alors que j'avais presque un poids d'honneur de la laisser au placard pour PUBG. Parce que je me suis préparé pour PUBG. Je suis prêt psychologiquement. Ma console est préparée. J'ai fait tous les mises à jour et tout. Et c'est juste que j'ai pas eu le temps. Genre quand t'as Monster Hunter, tu peux pas faire 2 expériences comme ça en même temps. Il faut vraiment séparer les trucs. Mais j'essaierai d'y jouer juste parce que vous m'avez donné envie, et puis aussi juste pour justifier ma vanne de ce mec-là, il a eu le rôle de sa life 2 fois, et maintenant il est en roue libre. Genre le mec, il a été Littlefinger, il a été Tony Carcetti, il a vraiment eu. C'est ça qui me tue, c'est ces comédiens qui ont très tôt le rôle de leur life, et qui maintenant
et qui maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quoi? C'est comme, Mais c'est comme il cachetonne et il joue dessus, je pense. Hein. C'est comme la petite Sally de Mad Men, tu vois. Elle avait 10 ans quand elle a commencé, je sais pas, 7 ans quand elle a commencé Mad Men. Elle a fini, je sais plus quel âge elle avait, 16 ans. Et maintenant, elle va faire Sally la petite sorcière reboot, le dark reboot du Riverdale Universe. Ah, Sabrina la petite sorcière. Ouais. C'est intéressant. Du coup, je me demande toujours qu'est-ce que tu fais quand t'as été au top, quoi. Quand t'as été un des gamins de The Wire, qu'est-ce que tu fais après? Comment tu deviens Michael B. Jordan. Bah voilà, par exemple. Ce qui est pas mal. Tu joues dans Fantastic Four. Je pensais plus à Black Panther, ou à Creed, mais ouais. Oui, c'est ça qui est génial. C'est vrai qu'il est dans Black Panther, j'avais oublié qu'il était dans Black Panther. C'est le méchant. Mais le truc le plus ouf, c'est que même Fantastic Four n'a pas pu briser sa carrière. C'est dire la classe de cet acteur, quoi. Et alors, ce qui serait le plus ouf, c'est que Fantastic Four n'ait pas brisé la carrière du mec qui jouait Doctor Doom. Parce que, putain, le mec, il essaye quand même, hein. J'ai déjà oublié son nom, mais ah non, mais tu sais que j'adore Toby Kebbell, oui, c'est ça. Toby Kebbell, mais ce qui est génial, c'est que à chaque fois j'ai une vanne dans Super Ciné Battle dès que j'en parle, c'est que ce mec-là, à chaque fois, dès qu'il joue dans un film, tu sais que ça va mal tourner, tu sais que ça va être une foirade ou quelque chose. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans le reboot de Ben-Hur, tu vois, et il jouait le méchant. Moi, j'appelle ça le syndrome Jay Courtney, si tu veux. Il est très Jay Courtney, mais c'est un vrai bon acteur, par contre. Donc c'est pas Jay Courtney. Non, c'est un vrai bon acteur. C'est juste que ce type-là, il a la scoumoune, quoi. Si tu regardes sa filmo, tu fais oh là là, mais pourquoi t'as fait ça? Putain, on a ouvert une parenthèse, on l'a pas fini. Est-ce que tu as quelque chose? Je suis sûr que t'as des choses à rajouter. J'ai plein d'autres choses à rajouter. C'est que du coup, vu que j'ai terminé Quantum Break, eh bien, j'ai commencé un autre jeu. Tu sais que je me suis lancé dans 2 grandes sagas. J'ai commencé la saga Yakuza et ça fait très longtemps que j'ai commencé Dragon Quest. Et comme j'ai toujours pas battu le boss de fin de Dragon Quest 6 et que j'en ai marre parce que je passe mon temps à grinder, ça doit faire 10 heures que je grind pour essayer de le battre, ce boss de merde. Et tu joues sur quelle version, juste pour être sûr? iOS. iOS, ouais. Donc c'est facile pour toi de grinder, c'est-à-dire au volant. Aux toilettes surtout. Hein. Mais ouais, c'est ça. Ça me saoule, mais d'une force, ce boss de fin, il est tellement abusé. Et en plus, c'est vraiment pas un épisode que j'ai trop apprécié. Je crois que c'est peut-être même l'épisode que j'aime le moins des 6 que j'ai fait jusqu'ici. La fin est chouette, hein. Ouais, mais en fait j'ai plusieurs problèmes avec cet épisode et ce serait bien qu'on revienne dessus un jour où on fasse un spécial Dragon Quest. Tu sais que j'ai comme t'as un petit niveau sur Dragon Quest. J'ai un veto là-dessus, genre pas tout de suite, too soon. Ouais, pas tout de suite, mais tu sais comme t'as un petit niveau de culture sur la série, je me suis dit ça pourrait être sympa qu'on en parle. Donc je me suis mis à Dragon Quest Heroes parce que je pourrais pas faire Dragon Quest attends, c'est lequel qui est online, c'est le 10? Non, c'est le 11. Oh, je sais plus. C'est lequel le MMO? C'est le 10. C'est le 10. Oui, c'est ça, le 11 c'est celui qui vient de sortir. Donc le 10, étant donné que je ne parle pas japonais, je ne lis pas le japonais, eh bien malheureusement celui-là je pourrais jamais le faire, donc je me le mets sur l'oreille. Donc du coup je me suis dit allez, je vais faire un Dragon Quest Heroes sur PC, sur Steam, le 1, parce que j'ai lu ton test du 2 qui n'était pas flatteur. Donc il est très joli déjà, le 1, il est très sympa, c'est mon premier Musou auquel je joue tout seul, parce que mon premier Musou j'ai joué avec toi. Warrior-like. Ouais. Sauf qu'il faut savoir que les développeurs se défendent que ça soit un Dynasty. Alors, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un Dynasty Warrior-like, c'est des jeux d'action modernes, c'est l'équivalent des beat'em all modernes. C'est des dizaines et des dizaines et des centaines d'ennemis. Ah, j'allais dire des milliers, mais oui, mais c'est l'idée en fait. Compactés dans un petit espace. Et il suffit de 3 coups pour envoyer valdinguer 30 personnes. Tu fais des gros moulinets avec ton épée et puis t'as comme en fait ça a un côté très organique, tu sais, tu donnes un coup d'épée, tu vois comme une vague d'ennemis qui s'envolent et qui vont s'écraser au loin, donc c'est un côté très jouissif. C'est à la limite du patinage artistique. C'est hypnotique, hein. Ah non, mais c'est pour ça que moi c'est les no-brainers pour moi, c'est genre je m'assois devant et je sais très bien que le temps va passer, je vais être relax à la fin. Et ils en ont fait un sur Dragon Quest donc où ils ont inclus quand même des petites mécaniques de tower defense comme on dit. Ouais, et c'est très sympa, et honnêtement, en plus, les personnages de la série, enfin des autres épisodes sont vraiment chouettes. Ils ont repris les monstres, et les monstres sont super chouettes dedans. Là, j'ai rencontré mes premiers King Slime, là, il y a quelques heures, et c'est top, quoi. Honnêtement, je m'éclate. C'est vraiment sympa, et pour un amateur de Dragon Quest, c'est vraiment du bonheur. Je suis allé assez loin. C'est super agréable.
J'ai même tué le dernier boss. Mais ce qui est rigolo, c'est que évidemment, les développeurs nient complètement le fait que ça soit un Dynasty Warrior. Non, rien à voir. J'ai rencontré les développeurs à l'époque, qui faisaient non, c'est pas un Dynasty Warrior du tout. Je fais attends, mec, tu me l'as fait pas. Moi, j'ai fait tous les Dynasty Warriors. Mais pourquoi il le nie en fait? Pourquoi il l'assume pas complètement? Parce que c'est les mêmes développeurs, non? Parce que d'abord, oui, c'est exactement les mêmes Koei. développeurs. C'est Koei. Le truc, c'est que ça fait partie de la charte qui se sont établis, genre de pas dire que ça fait partie de ça, dire que c'est un jeu différent et ils s'y tiennent quoi. C'est presque un truc politique, c'est presque une déclaration, note d'intention par rapport au jeu quoi en fait. D'accord, pourquoi pas après tout. Et j'ai réinstallé. S'il y avait un bouquin sur Dragon Quest, ils en parlent. Ils en parlent. Et oui, j'ai réinstallé Street Fighter V alors que il y a Dragon Ball Z qui sort dans une semaine et demie, une semaine. Oh, peut-être déjà, il joue déjà. Ah bah il y a eu la bêta qui est sortie la semaine dernière déjà. Il y a déjà des gens qui y ont joué, mais enfin, voilà, j'ai réinstallé Street 5 en me disant allez, je vais regarder ce que ça apporte Arcade Edition. Alors il y a 2-3 trucs sympas que ça apporte, mais étant donné que je dois avoir 40 000 fight money à l'heure actuelle, que j'avais déjà fait tout le reste avant quand j'avais acheté le jeu, tout le truc était faisable. Maintenant je me galère un peu pour pouvoir acheter de nouveaux persos, donc du coup voilà, j'ai essayé, j'ai joué pendant 3 heures. Je pense que je vais le redésinstaller parce que voilà, il y a peu de chances que j'y joue sérieusement quoi. Même les persos de la saison 3, j'y toucherai pas à mon avis, donc bon. C'était histoire de m'y remettre, hein, j'y ai rejoué un peu et puis je me suis rendu compte que bon non, le truc la vista n'y est plus quoi. C'est le plaisir que je prenais sur le 4 n'est plus là vraiment en fait. Je sais pas si c'est lié je sais pas si c'est lié à la foirade de la sortie ou si je me suis simplement lassé du système ou tu vois, quand je vois que c'est $20 pour avoir le season pass avec les persos de la saison 3, non, j'ai pas envie quoi. J'ai pas envie de lâcher $20 alors que j'ai Dragon Ball qui arrive. Écoute, t'as Dragon Ball qui arrive, t'as aussi Dissidia Final Fantasy NT. Eh ben écoute, ça tu pourras en parler si tu veux, hein. Moi je sais que les Final Fantasy c'est pas forcément ma crèmerie, donc je suis pas forcément client de ça, donc après peut-être que c'est très bien, j'en sais rien, hein. C'est juste que c'est pas ma cam. Écoute, je rigolais, mais en fait pourquoi pas en fait. Et puis surtout c'est une période assez riche où tu peux vraiment choisir ton jeu. Honnêtement, je suis plutôt team DBZ, hein, ce qu'il faut, mais Monster Hunter. Ouais, mais surtout DBZ je le prends sur PC, donc j'espère pouvoir très très vite le modder pour mettre les musiques du dessin animé, parce que tu sais il y a une édition Ultimate à 110 balles ou je sais plus combien, qui est censée te proposer les musiques du dessin animé. Puis quand tu regardes la tracklist, en fait, c'est les 3/4. T'as 4R, hein, je sais pas quoi. En fait, les 3/4 des musiques, c'est soit des génériques, soit des musiques pourlingues. Et t'as 3-4 morceaux qui sont les vrais morceaux que les fans de DBZ veulent. Et c'est tout. Alors, je veux dire, je vais pas raquer $30 de plus pour 4 morceaux. Faut arrêter les conneries, quoi. Donc, je modderai mon jeu quand il sortira, et puis voilà. J'ai encore des trucs à raconter, mais peut-être que toi tu veux raconter des trucs qu'on alterne un peu. Vas-y. Moi, écoute, on est cool, c'est ta fin de journée, profite. Comme j'ai énormément de temps à perdre, tu le sais, j'ai pas de comics à lire, pas de bouquins à lire, pas de jeux à faire, pas de films ou de séries à regarder. Je me suis dit, j'ai du temps à perdre, je vais donc porter RetroArch et la Libre Rétro sous des systèmes d'exploitation que personne n'utilise. Il faut juste que tu expliques ce que c'est, parce que moi-même je sais pas, je suis pas au taquet. Alors la Libre Rétro, comment t'expliquer ? C'est une API de programmation qui est orientée jeu. Et un des principaux aspects les plus connus de la Libre Rétro, ce sont des émulateurs qui ont été portés pour fonctionner avec. Un émulateur, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme qui fonctionne en imitant le fonctionnement d'une machine hardware. Et c'est avec ça qu'on fait tourner par exemple un jeu Super Nintendo sur un PC. C'est avec ça que la NES Mini ou la Super NES Mini fait tourner des jeux sur une petite boîte en plastique. Un émulateur, c'est à ça que ça sert. Et donc RetroArch n'est pas un émulateur, mais RetroArch c'est une interface qui te permet de lancer les différents programmes qui tournent avec la Libre Rétro. Et donc
voilà, moi je me suis dit tiens, ça tourne sur 25 systèmes différents, parce qu'il faut voir que RetroArch ça tourne sur Vita, ça tourne sur Wii U, ça tourne sur iOS, sur Android, sur PC, sur Mac, sous Linux, sur Raspberry Pi, enfin ça tourne sur plein de trucs. Et je me suis dit tiens, il y a quelques OS sur lesquels ça tourne pas, et donc pour le délire, j'ai donc travaillé pour porter la Libre Retro et RetroArch sous Solaris, qui est donc le système d'exploitation de Sun, qui appartient maintenant à Oracle, et qui est mort depuis quelques mois, puisque Oracle a décidé qu'ils avaient viré toute l'équipe, et sous Haiku, qui est la version libre de BeOS, BeOS étant lui-même un système d'exploitation qui a eu son heure de gloire il y a une vingtaine d'années, était présenté comme un truc révolutionnaire, et qui malheureusement a coulé avant d'avoir pu révolutionner quoi que ce soit. Et donc heureusement maintenant il y a une version open source qui s'appelle Haiku, et donc maintenant il y a RetroArch sous Solaris et Haiku. C'est encore tout buggé et complètement expérimental, donc si ça fonctionne pas, c'est pas la peine de me le dire, je suis au courant. Mais en tout cas j'ai réussi à faire lancer un émulateur Super NES dessus, donc j'étais content, j'ai pas perdu mon temps quoi. Je n'avais absolument rien à dire, je croyais que maintenant les émulateurs Super NES étaient distribués par Nintendo et c'était le hack de la Super NES Mini. Ah bah si t'as une Super NES Mini, oui, pourquoi te faire chier, tu fous tes ROM sur ta Super NES Mini et puis voilà. Moi c'est juste pour le défi technique. T'as presque le truc d'origine en plus. T'as la manette, oui complètement. Non mais c'est juste pour le défi technique. Hein. Qui va se faire chier à jouer à la Super NES ou Solaris? Personne quoi. C'est juste histoire de. Tu te mets des défis. Oui c'est ça. Puis en plus je suis obligé d'apprendre Solaris pour le boulot, donc c'était un bon moyen d'apprendre. Tu vois, je me suis dit tiens je vais porter RetroArch dessus. Tu sais quoi, quand tu dis des phrases comme j'ai été obligé d'apprendre Solaris pour le boulot, j'ai l'impression que tu dois te taper tout Tarkovsky en fait, tu vois. Écoute, ou le bateau dans les mystérieuses cités d'or, tu vois. Non mais s'il suffisait de ça, ce serait simple, mais malheureusement c'est un peu plus compliqué, donc bon. Et un dernier truc. Allez, un dernier truc. Je suis sûr que t'as fait un truc de ton week-end. Eh bien, hier matin, j'étais à la Women's March de Los Angeles. Qui est donc quasiment un an après la précédente Women's March, qui avait eu lieu 2 jours après l'investiture de Trump. Et bien voilà, là ça fait 1 an qu'il a été investi, et évidemment on avait un peu peur que la fréquentation prenne un coup dans la gueule, parce que 1 an après il n'y a pas forcément autant de gens qui ont envie de se manifester, mais avec le mouvement MeToo, avec le mouvement Time's Up, et avec toutes les affaires qu'il y a pu avoir, notamment à Los Angeles, parce que voilà, Hollywood et toutes ces affaires là, eh bien ça a un Hollywood peu a été concerné. Un petit peu, vaguement. Je savais pas. Et ça a galvanisé les foules, et du coup il y a eu une affluence qui était assez impressionnante. Alors les chiffres que j'ai lus, on va dire 500 000 selon la police, 700 000 selon les organisateurs, mais tu vois déjà 500 000, c'est pas mal quand même. Réussir à avoir 500 000 personnes dans les rues, c'était quand même assez impressionnant. Et c'est un mouvement général en plus. C'est un mouvement général, et comme l'année dernière, très bonne ambiance, très sympathique, vraiment voilà, c'est une manif, ça fait plaisir d'y être quoi. Tu entends des messages positifs, et puis voilà, il y avait des gens qui ont fait des petits discours. Alors je crois que Scarlett Johansson a fait un discours, Nathalie Portman a fait un discours. Moi je les ai entendus de loin, donc c'est pour ça que je les ai pas vus, mais apparemment non, ça s'est vraiment très très bien déroulé, et globalement dans tout le pays il y a eu des marches. Donc c'était cool, le mouvement n'a pas faibli, et c'est agréable à voir. Et je pense que j'ai fait le tour. j'ai beaucoup d'actu. Non mais tu m'y fais penser, j'ai beaucoup d'amis, quelques amis en tout cas qui ont participé, mais plutôt East Coast, eux ils sont plutôt ils sont en Pennsylvanie, donc tu vois, et ils sont eux en plus ils sont à Swing State, ils sont deg. Ils me disent putain si tu savais, on est dans une ville démocrate entourée de plein d'analphabètes, on sait pas comment faire. Et ils sont professeurs, donc ils sont un peu paniqués aussi par ce qui se passe, et par la manière d'enseigner, par le futur tout simplement. Donc je peux faire que des likes et des commentaires de soutien, mais c'est tout ce que je peux faire. Mais ils sont adorables, j'adore ces gars. Tu sais, être dans une ville démocrate encerclée par de la campagne républicaine, malheureusement c'est le cas un peu partout dans le pays, hein. C'est pareil en Californie, hein. Dès que tu sors des grandes villes, c'est du rouge. Après la différence c'est que voilà, on est 20 millions d'habitants dans Los Angeles County, donc évidemment ça aide quoi. Mais globalement c'est un peu pareil partout.
Bah alors à mon tour maintenant. Eh Je ben, sais vas-y. pas comment après 30 heures d'enregistrement. Ah maman, je suis ravi de faire le point parce que c'est vrai qu'on s'est pas parlé pendant ces 2 semaines en fait puisque Bah, on était occupés tous les deux. on était occupés tous les deux et moi j'ai été dans je sais plus comment j'en ai parlé dans MDR évidemment, on y a consacré même 4 épisodes. J'étais dans l'antre, dans le point névralgique de la rigolade française. Dans là où tout se passe et j'ai nommé le festival de l'Alpe d'Huez. C'était ma première fois à l'Alpe d'Huez. Alors, faut que je dise un truc. L'année dernière, c'était ma première fois à Cannes. Après toutes ces années, quoi. Et là, c'est ma première fois à l'Alpe d'Huez. Et c'est genre, j'arrive pas à être blasé. Alors que tu vois, le TGS, je peux y aller en grommelant, en me disant, bon, cette année, ça va être tout pourri et tout. Là, Ouais, mais tu y allais 20 fois au TGS, donc forcément. voilà, c'est ça la différence, c'est que je vais au TGS depuis que le TGS existe. Donc ça fait, plus de 20 fois. Alors que là, je suis toujours émerveillé, quoi. Et il y a pas une séance où tu te retournes pas et tu vois pas, genre, un Franck Dubosc, un Jean-Paul Rouve, tu vois. C'est l'endroit où tout se passe, quoi. Et là, T'imagines, tu marches dans la rue, tu te retournes Franck Dubosc, tout le temps. non, mais, surtout, là où c'était cool, c'était que là, puisque c'est tout frais, je reviens dans le train et c'est le train de toutes les stars, quoi. C'est le train où il y a, je te disais Jean-Paul Rouve, il y a Olivier Barou, il y a Elie Semoun, il y a Franck Gastambide, donc le réalisateur de Taxi 5. Ils y sont tous dedans et à un moment, je me tourne vers Max, donc mon compagnon de MDR, et je lui fais, merde, s'il arrive un truc, j'ai même pas pensé à nous, j'ai dit, c'est pas à nous qui va arriver malheur, c'est toute la comédie française. si le train, c'est la fin du game, du comédie française game, quoi. Et ils voyageaient pas en seconde, ces gens-là, quand même, rassure-moi. Ah non, nous on était avec El Pueblo, nous on était. Non mais eux, les stars, ça paye un peu la comédie française quand même. Ah bah oui, non mais attends, tu sais quoi, si t'es depuis aussi longtemps dans le game et que on t'envoie pas en première, c'est que t'as rien compris, quoi. Enfin, faut de la place pour les jambes quand même, voilà. Ouais, non mais surtout faut être relax. En plus, ils sont quand même assez sollicités cette semaine, c'est-à-dire il y a toujours des fans. C'est assez impressionnant en fait parce que quand t'arrives là-bas à l'Alpe d'Huez, il faut voir, il y a plein de gens. Alors j'imagine c'est des locaux, mais il y a aussi des gens qui viennent de Grenoble qui est pas loin. Qui viennent juste pour ça, pour se prendre en photo avec, ou pour prendre des photos des comédiens quand ils arrivent à l'entrée, à la sortie. Il y a toujours c'est assez rigolo de voir aussi les stars intermédiaires, genre les mecs du stand-up qui disent, on leur dit, s'il vous plaît, bougez-vous, il y a Thierry Lhermitte derrière vous. Et ça leur permet aussi d'alimenter leur propre vanne. Et donc il y a vraiment pas mal de badauds pour un endroit assez reculé. C'est pas Cannes non plus, c'est pas genre ils ont bloqué toute la rue, mais quand même il y a pas mal de gens. En plus, il faut un truc, c'est que ils font pas de projection en plein air, hein. Il fait super froid. Si c'est quand même en janvier, il fait -4. Et on avec une grosse doudoune dans un transat, faites pas d'efforts. Ouais. Et du coup le président du festival, c'était Franck God Dubosc. Et donc c'était dur en personne, pour te dire. Et en plus c'est assez rigolo parce qu'ils ont renommé les virages, tu sais, pour monter à l'Alpe d'Huez, il y a 21 virages et c'est le 21e président. Et du coup le 21e virage s'appelle Franck Dubosc, quoi. Et du coup il peut plus rajouter de virages, il peut plus monter la station, quoi. Du coup ça sera le dernier virage, ça sera Franck Dubosc, quoi. Et alors, j'ai découvert un autre monde, parce que ça a rien à voir avec Cannes. C'est vraiment pas du tout le même... c'est pas du tout le même délire, c'est pas du tout le même public. D'abord parce que c'est un festival qui est entièrement public. C'est-à-dire, si tu fais la queue, tu rentreras en général. Parfois ils refoulent les gens, mais et aussi parce que en fait, il y a 3 salles. Et il y a une très grande salle qui est plutôt réservée aux partenaires en général. Donc en général tous les gens qui sont partenaires de l'opération. Alors il y a OCS, mais il y a aussi plein d'autres genre d'organismes locaux, la mairie. Il y a plein genre ça brasse quand même pas mal d'argent et de partenariats. Donc du coup la grande salle est toujours remplie. Et il y a 2 salles de projection de cinéma, et ça c'est les vrais fans, c'est-à-dire c'est ceux qui font la queue dehors. Et c'est la salle qu'on aimait bien, y aller avec François, Max, et pour voir un peu, parce qu'on a vraiment des réactions du public directes, quoi. On sait vraiment si ça marche ou pas. Et c'était assez intéressant de voir les comédies dans ces conditions, en fait.
Et donc, je te disais Franck Dubos qui était président du jury. Tu me dis, hein, si à un moment tu satures de comédie française, tu me le dis. Hein. Ah ouais, vas-y, continue. Et les membres du jury, il y avait Rim Kérissi, dont on a chroniqué sa rom-com de mariage qui s'appelle Jour J. Il y avait Arnaud Ducret. Alors toi qui n'es pas au courant de ce qui se passe dans la comédie française, Arnaud Ducret, c'est un peu, je sais pas qui est décédé et qui l'a pris la place, mais maintenant il est devenu le beau gosse de la comédie française. Son plus gros succès, je crois que c'était Adopte un veuf, enfin en tout cas le film le plus intéressant qu'il a fait. Il était prof de sport dans Prof 2. Il a fait L'embarras du choix, qui est une rom-com horrible avec Alexandra Lamy. Et récemment, il était le prince dans Les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Ah, que du lourd, donc. T'es en train de googler sa photo, en fait, je crois. Oui, c'est ça. Pour voir à quoi il ressemble, parce que moi, j'ai vu aucun de ces films-là, donc j'ai aucune idée d'à quoi il ressemble, le gars. Alors, il est pas machin du tout, mais genre, je sais pas ce qui s'est passé, en fait. Je sais pas comment il est arrivé là, à ce moment-là précis. C'est un truc qui me dépasse. C'était la voix de Alcor de Koji Kabuto dans le film de Mazinger Z, en français. Tu vois, ah ouais, d'accord. Dans les autres membres du jury, il y avait Audrey Dana. Donc Audrey Dana, tu la connais. Ah bah oui, est-ce que t'es allé la voir? Tu lui as parlé? Max m'a dit, écoute, chiche, il faut faire un selfie avec elle, quoi. Genre, vas-y, on fait un selfie avec elle. Moi, j'ai pas osé parce que voilà, pourquoi la blague, pour expliquer à nos auditeurs. Je suis pas ouf de son cinéma, en fait. L'art de l'euphémisme. c'est-à-dire que 2 fois d'affilée. C'est-à-dire que, attends, c'était quoi le premier? C'était Sous les jupes des filles? Sous les jupes des filles, son premier film, pire film de 2014. Voilà. Gros carton aussi, il fait 1 million d'entrées. Et 2017, donc cette année, pire film de 2017. Voilà. Et si j'étais un homme. Si j'étais un homme. L'histoire d'une femme qui se réveille avec une bite. Et c'est le film que j'appelle un peu trahi par les siens, quoi. C'est-à-dire tu pourrais croire que une nana elle ferait qu'elle se débrouillerait mieux, plus subtil peut-être. Ouais, voilà, ouais. Et en fait, serait... non, c'est ça. Sous les jupes des filles n'était pas un accident, en fait. C'était pas un accident. C'est juste que vraiment que oh là là, mais c'est pas possible, quoi. Et dans le jury, il y avait aussi Christophe Lambert. Christophe Lambert, ouais, qui j'ai googlé son âge de naissance pour être sûr. Genre, je me suis dit, waouh, il a un petit coup. Il a 130 ans. Ouais, oui, en fait, je pense que il doit tuer quelqu'un pour se régénérer. Mais c'est Highlander, tu sais, n'oublie ouais, pas. Et je l'ai vu l'année dernière dans le dernier Claude Lelouch, qui partageait l'affiche avec Johnny. Et Claude Lelouch, on le rappelle, qui s'est fait voler le script de son futur film, peut-être par Daniel. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Au contraire, j'ai qu'une envie, c'est de le voir, quoi. En plus, ça avait l'air d'un film. Ça avait l'air d'un film incroyable, genre entre 1940 et 2010, tu vois, genre un truc. Ça a l'air d'être un truc méga mégalo et j'ai trop envie de voir ce film, quoi. Et là, je t'ai parlé que du jury, mon pote, parce qu'après, je vais te parler des films. Allez, vas-y. Alors, je vais dire plutôt un truc, c'est que si vous voulez vraiment un truc complet, je vous renvoie à MDR où on a chroniqué les films. Sans doute, on reviendra sur certains films dans MDR parce que pour avoir des opinions différentes. Par exemple, ça m'intéresserait d'avoir un avis féminin, par exemple, sur Largué de Héloïse Lang, qui a eu le prix du public. Et pas le prix MDR, ça, je peux t'assurer. On n'a pas compris parce qu'on n'a jamais rigolé une fois, mais Moi, ce que tu m'as dit quand on s'est parlé tout à l'heure, c'est que tu m'as dit, il y avait des trucs bien. Ah, il y avait des trucs bien. Même. Je peux te dire un truc, ce n'était pas Une voisine si parfaite de Sophie Marceau. D'accord. Parce que c'était Pierre Richard qui est déguisé en vieille anglaise et qui fait croire à Sophie Marceau qu'elle veut relancer sa ligne de bouquins. Donc c'est Madame Doubtfire, mais pas en nounou en fait. Ouais, et le problème c'est pas Pierre Richard, enfin si, le problème c'est Pierre Richard, parce que moi dès que je vois Pierre Richard et qui joue comme ça, tu sais, avec une voix aiguë et tout, évidemment, il y a personne qui se demande, genre, c'est normal de voir Pierre Richard déguisé en vieille dame. Personne ne se demande ça dans le film. Le film accepte que tout le monde reconnaît cette personne comme une vieille dame, alors que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais c'est pas ça le problème, c'est que Sophie Marceau à côté, qui réalise donc, elle est en fucking roue libre. Elle est en roue libre, comme je l'appelle, époque Belphégor, quoi. Elle est Époque Festival de Cannes.
Non. Alors, tu sais quoi, je la défends parce que les festivals de Cannes avaient vraiment l'air éreinté et tout. Elle a refusé de lire le prompteur et c'est des trucs qui arrivent quand t'essayes d'improviser alors que tu l'as plus en toi, quoi. C'est de la roue libre quand même, mine de rien. Ah non, mais faut vous dire, hein, After Eight, tout ce qu'on dit, c'est on a tout tapé à la lettre près parce que sinon on n'est pas du tout bon en improvisation. Hein. Tout ça, c'est purement écrit, hein, n'est-ce pas, Benjamin Bien François? sûr. Je lis là. Je lis aussi. Il y avait aussi Je vais mieux dans la compétition. Alors la compétition, on essaie aussi de s'expliquer des trucs. Pourquoi Larguet a eu le prix du public alors que, tu sais, on demande aux gens. C'est moi en tout cas, je demande énormément aux gens leur avis. Quoi, j'aime bien voir la réaction du public et de savoir ce qu'ils ont aimé ou pas, s'ils ont été choqués ou pas. Et je m'explique ça parce que en fait c'est le vote du samedi et le samedi il y a plus de public en fait. Et juste ça pourrait m'expliquer ce qui s'est passé. Il y avait Je vais mieux donc de Jean-Pierre Améris sur Eric Elmosnino, encore un hold-upper de la Comédie Française. Est-ce que tu vois qui c'est ou tu vas googler pendant que je Encore un parle? mec que je suis en train de googler. Alors, ce mec-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais il est devenu le beau gosse de toute la Comédie Française depuis 10 milliards de films. C'est devenu le love interest de 3/4 des rom-coms et son coup d'éclat, c'est d'avoir été le mec du biopic de Serge Gainsbourg, tu sais, réalisé par un ami du show. Un ami du show, ouais. Qui s'appelle Johan Sfar. Ouais. Et en fait, je vois sa photo Wikipédia, il me fait penser à, voilà, j'ai un trou de mémoire horrible. Le mec de téléphone qui n'est pas Jean-Louis Aubert. Bertignac? Ouais. Ah, tu veux dire l'ex de Carla Bruni? D'accord, ok. Ah oui, c'est vrai. Ah mais bah oui. La photo Wikipédia, on dirait un peu Bertignac, je trouve. Bertignac en moins gris. Ouais. Mais tu sais, Eric ça, j'arrive jamais à dire son nom, Elmosnino. C'est un truc qui est fou, c'est quand je le vois, j'ai l'impression qu'il sent déjà la clope. C'est terrifiant, quoi. Il a une tête comme ça, un peu comme ça. Il y avait Comme des garçons, qui n'a absolument rien eu, qui était réalisé par un premier film en plus. Il y a beaucoup de premiers films, c'est pas du tout Cannes, hein, comme ambiance. Il y a beaucoup de premiers films et je trouve ça assez cool. Et Comme des garçons, ça intéresserait plein de potes qui aiment le foot à Reims. Alors du coup, ça limite un peu le public, puisque c'est un biopic sur des nanas qui montent une équipe de foot féminine à l'époque où ça se fait pas encore. Et le mec, j'ai envie de dire le héros, alors que ça devrait pas l'être, Paul Coutard, est joué par Max Boublil. Putain, tous ces noms que tu dois pas connaître, en fait. Ah si, Max Boublil, je connais, si. Ah, c'est bon. Et Max Boublil, il le joue un peu, il le joue YOLO, quoi. Et c'est un film un peu agaçant parce c'est un peu comme, c'est un film qui essaye de faire un film d'époque et qui est pas toujours bien. Et surtout, le truc le plus chiant, c'est que c'est un film qui parle de nana et du coup en fait c'est le mec qui est le centre d'intérêt et en plus il y a une histoire d'amour entre lui et l'héroïne en plus elle se tape un arc à la... Tu te souviens de Chisolvat, j'ai oublié comment elle s'appelle Chisolvat en français. Elle est trop bien. Elle est trop bien. C'est-à-dire, elle porte des lunettes et elle a un t-shirt mal cintré et personne ne voit qu'elle est belle. En fait, c'est Vanessa Guide. Tu lui enlèves les lunettes et elle se détache les cheveux. Tout le monde fait « Oh, qu'elle est belle !» Mais oui, et l'actrice dans She's All That, c'était Rachel Lee Cook. C'était évident qu'elle était super jolie, quoi. Mais ouais. Ah bah oui, ça c'est Rachel Lee Cook. Amour d'adolescence, je tiens à dire. Un petit peu, oui, tout à fait. J'ai une petite dédicace à mon camarade Pouillot qui est aussi qui est fan. Très fan de Rachel Lee Cook. Le grand vainqueur, j'ai envie de dire, c'est la finale de Robin Sykes, ou Sykes, je sais plus comment on le prononce. Et c'est un film sur Alzheimer, donc super grosse déconne. Et en fait, c'est faux. En fait, c'est pas du tout un film de grosse déconne puisque c'est l'histoire d'un gamin qui veut jouer un match de basket, mais ses parents sont pas là. Il est obligé de se retrouver à s'occuper de son grand-père qui a Alzheimer, qui est joué par Thierry Lhermitte. D'accord. Thierry Lhermitte le joue très très bien. Il joue très très bien à l'absence, le mec qui tout d'un coup perd. C'est vraiment un sujet sensible et d'ailleurs à tel point sensible que les 30 premières minutes, tu rigoles un petit peu et puis ensuite, c'est pas du tout drôle, c'est toujours un drame. Et c'est que entendre dire Thierry Lhermitte qui joue un grand-père, ça vient de me filer un coup de vieux là.
Oh là Ah ouais, là non, là. mais il le joue assez bien en fait. Ouais. Et le rôle du héros est joué par Ryan Bensetti. Alors je ne connaissais pas du tout Ryan Bensetti. Alors je suis comme toi. Et Ah, t'es comme moi, t'es en train de googler. non, mais maintenant je vois très bien sa tête. Il est super beau. Et c'est une espèce de Kev Adams light en fait. C'est vraiment le remplacement de Kev Adams depuis que Kev Adams est trop vieux pour ça. Et Ah oui, ok, je vois des photos. Ah oui, le beau gosse. il est vraiment très très beau gosse. Il est et vachement plus beau gosse que Kev Adams. Hein. il a 1 million d'abonnés sur Instagram en fait. Et je me suis dit merde, d'où ça vient? C'est pas possible parce qu'en général quand ils commencent ils se battent avec 5000 abonnés en général, tu vois. Mais il a fait Et là, Danse il a- avec les stars. Bah il a fait Danse avec les stars et je savais pas du tout et il a chopé sa meuf à Danse avec les stars qui est c'est une très douée danseuse étoile je crois de ballet bulgare et je me suis vachement renseigné pour Ah, sa savoir nana, ce qui pas se lui. oui, bien sûr. Ah bah non, pas lui, je peux t'assurer. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'il doit à tout prix se rendre à Paris, alors qu'il habite à Lyon, pour jouer le match dont dépend sa carrière de basketteur, en sachant il fait 1m50 et qu'il est blanc, mais il faut croire en ses rêves. Et c'est un match, je te jure, c'est vrai, c'est le truc du match, il doit jouer le match c'est le FC basket de Lyon et Levallois. Et c'est ça le match de sa life. Et alors en plus c'est une histoire d'un petit garçon blanc qui triomphe dans un monde de noirs, ce qui est toujours très bizarre à chaque fois de voir parce qu'il fait 1m50, il est entouré de grands noirs et tout et genre l'entraîneur il parle qu'à lui quoi. C'est lui le pivot du match. C'est assez incroyable. Est-ce que Balkany assiste à la rencontre et donne le trophée à la fin du match? C'est ce que Ça je veux aurait été génial, mais non. Donc par contre, c'est un film vraiment émouvant et je peux comprendre que c'est lui qui a gagné le Grand Prix. D'accord. Donc Bah, voilà, écoute. je peux comprendre. Et mon coup de cœur absolu, c'est Le Doudou. Le Doudou de deux anciens des Guignols, de Philippe Mechelin et de Julien Hervé, qui avaient écrit les scripts des Tuches 1, 2 et 3, parmi entre autres. Mais Faut bien manger. Hein. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment super. C'est l'histoire de Michel, alias Cadmerade, qui perd le doudou de sa fille à l'aéroport et il est embarqué dans des histoires pas possibles parce qu'il va d'indice en indice pour essayer de retrouver le doudou et ça lui permet de voir des dresseurs de chiens fachos, des vieilles dames nazies. Enfin, c'est vraiment, ça va dans tous les sens, des espèces de bourgeois français dans des châteaux. C'est à hurler de rire. C'est vraiment à hurler de rire. Et c'est le prix spécial du jury. Voilà. Donc, c'est amplement mérité. On a kiffé celui-là, mais genre à l'unanimité. On a vraiment adoré, quoi. A priori, ils ont aussi écrit Prête-moi ta main. Pas très bien placé dans Super Ciné Battle, si je me souviens bien. Prête-moi ta main? Non, c'est pas mal. On l'a jamais classé, Prête-moi ta main. Ah bon? Si, on l'a classé. Et il me semble que vous l'avez classé dans les années 2000, hein. Ah ouais, peut-être. C'est Bah peut-être écoute, pas... ouais. Pendant que je cherche où il est placé dans Super Ciné Battle, est-ce que tu peux nous parler de Spirou, Daniel? Ah putain, toi tu voulais Spirou, c'est ça? Ah moi je veux entendre parler de Spirou. Alors Spirou n'est pas catastrophique. Bon. C'est tout ce que tu veux en dire? Spirou n'est pas catastrophique parce que Cécodine est super en fait. Elle est jouée par Géraldine Nakache. Christian Clavier est pas mal en Champignac. Ah putain, et je sais, ça. Et tu sais qu'on est pointilleux sur Spirou, toi et moi. Je suis très fan de. Alors c'est marrant parce que dans le bus retour, j'étais avec des gars d'OCS absolument adorables. Et ils ont une série justement OCS qui commence bientôt, donc ils nous parlaient de leur projet et du coup on a parlé, il y a eu un mini débat à Spirou et il y a vraiment la team Franquin, la team Tom et Jean-Ry quoi. C'est assez ouais. c'est assez net. C'est deux teams incompatibles et Ouais, ça a l'air alors que j'aime bien les deux, mais là en l'occurrence, le film est très franquin. Il y a le Spirou-copter, tu le vois énormément en fait. Je suis étonné qu'on le voit autant en fait, le Spirou-copter. Et celui qu'on voit sur la couverture du combien du volume 4, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Je saurais pas dire, mais ouais. Oui, c'est dans les premiers, ouais. Ouais, et surtout Ramzy Bedia est fabuleux en méchant. Il est fabuleux. Il est génial. Maintenant, je peux te dire aussi ce qui va pas. Et je trouve que Spirou et Fantasio, il y a
C'est les deux personnages principaux, ça va pas en fait. Alors, ça va pas du tout. Il y a un gros débat sur ma team, c'est-à-dire Max et François préféraient... ils préféraient largement Spirou, et moi c'est par défaut, je préférais Fantasio. Le problème pour moi de Spirou, c'est que c'est un voleur. Ah oui, c'est un problème ça. C'est un voleur, c'est-à-dire c'est genre il vole dans un hôtel, et c'est pour ça qu'il est déguisé en groom. Oui, c'est un problème. J'ai un gros problème avec Spirou voleur, alors que ça a jamais été un trait de sa personnalité, jamais dans la bande dessinée. Et Fantasio, bah c'est un journaliste en quête de scoop. C'est une version Zack Snyder de Spirou en fait. Non, pas complètement. Et je sais pas où la situer, et je vais te dire pourquoi, parce que en fait, Fantasio était pas insupportable jusqu'à ce qu'il se mange du caca. Ah oui, c'est vrai, il mange du caca, c'est le truc que tu m'avais dit tout à l'heure, oui. Voilà, il mange du caca. Et du coup, à partir du moment où il mange du caca, je fais je suis plus très fan ni de lui. Mais sinon, je trouve que c'est objectivement bien réalisé. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est un film d'aventure qui se tient. Bon, évidemment, comme tout film d'aventure, il y a un petit ventre mou, mais je trouve que tous les autres personnages sont super. Sécotine est vraiment très très réussi. Et puis alors après il y a un petit passage, un petit final à la Man of Steel, et j'ai fait oh non, c'est pas possible. Genre à un moment je me suis tourné vers Mac, j'ai dit c'est pas possible, genre je rêve là ou quoi. Et pour que je ramène Spirou à Man of Steel, c'est pas un compliment. C'est pas flatteur, oui, c'est pas un compliment. Ouais. Très bien. Mais ça reste un film d'aventure OK. Ok. Eh ben écoute, on va conclure sur nos news, je pense, à moins que tu aies encore d'autres trucs à dire. Bien sûr, je les ai pas tout fait. Je t'ai pas parlé de la petite famille de Danny Boone. Je t'ai pas parlé des Tuches 3. Je t'ai pas parlé de Tout le monde debout. Mais faut en garder pour NDR. Du retour des héros. Ouais, voilà. J'espère vous avoir donné envie, parce que là j'ai mentionné. Alors, j'en ai pas parlé dans MDR, je vais le faire. Le retour des héros de Laurent Tirard est une bonne surprise. C'est Jean Dujardin et Mélanie Laurent, et c'est Mélanie Laurent qui joue un peu le beau rôle, c'est-à-dire c'est la plus intelligente et la plus maligne des deux. Et Jean Dujardin, qui joue un capitaine qui est déserteur et qui revient dans le bled où on lui a promis une épouse. Et c'est complètement un mytho en fait. Elle lui a inventé une vie pendant qu'il n'était pas là pour essayer de remonter le moral à sa sœur en fait. Et du coup, c'est une espèce de retour de Martin Guerre, mais avec OSS dedans. Parce que Jean Dujardin joue comme dans OSS. Si tu as aimé OSS, si tu aimes la manière dont Jean Dujardin joue dans OSS, tu vas aimer le retour du héros. Ah, mais les deux OSS sont tous les deux dans mon top 5 comédie française, évidemment. Il y a des moments de pure drôlerie, genre de fronçage de sourcils et du genre tu crois genre vraiment genre on est à deux doigts de la blague nazie, mais il le dit pas. Donc voilà, j'ai vraiment aimé le retour du héros. Je trouve que c'est un film qui a une très belle facture. C'est un film de costume. C'est une sorte de reboot napoléonien de OSS. Vraiment, j'ai pris vraiment plaisir. C'est ma reco un peu avant l'heure. Voilà, je parlerai pas des Tuches 3 puisque un tout petit peu. Les Tuches 3, je suis très en colère. Très en colère parce que en fait parce que t'es obligé d'aller le voir. Non, c'est mon épisode préféré. C'est mon épisode préféré, mais c'est mon épisode préféré pendant les 20 premières minutes. Et pendant les 20 premières minutes, c'est un vrai chouette film, et après ça part en caca. C'est genre ils ont pas écrit le reste du film en fait. Et c'est très bizarre parce qu'en plus le personnage de Coin Donald, le personnage de Donald, tu sens qu'il a pas envie d'être là, alors ils l'ont complètement écrit complètement ailleurs, il est complètement en dehors du film, c'est assez dommage. Et parce que c'est un peu lui l'autorité morale dans cette famille quand même. Et en fait, l'histoire c'est qu'il va se présenter aux élections, il va devenir président, et à partir du moment où il arrive à l'Élysée, ça devient chiant. Et je vais m'autoriser à reprendre une punchline de... Un mec qui s'appelle Donald élu président? J'ai jamais vu ça. Non, c'est Jeff Tuche, c'est son père. Bah, je sais pas, j'en ai jamais vu un seul, moi, hein, donc. Putain, mais attends, DVD box pour ton anniversaire, direct. Et tu vas découvrir pourquoi les gens disent des frites, tu vois, toutes ces belles punchlines. Il y a oui, voilà, je vais m'autoriser à reprendre une punchline de MDR. Je dirais que c'est une belle métaphore du quinquennat Hollande, en fait. C'est-à-dire que jusqu'aux élections, c'était rigolo et après tu te fais chier.
Et peut-être même, c'est pas Hollande, c'est méchant de dire ça, mais c'est presque de la politique en général. C'est que les élections sont intéressantes et après, c'est une espèce de, c'est lénifiant, quoi. Et le film est vraiment lénifiant. Peut-être que c'est vraiment un vrai film politique. Et si tu veux que je m'arrête, parce que je sais que c'est un auto. Et tu sais que pour les gens qui écoutent pas avant MDR, que tu t'arrêtes, Daniel, avant ouais. que tu t'arrêtes, prête-moi ta main, 73e entre la Tour Montparnasse infernale et Little Miss Sunshine. Voilà, il fallait que je le dise. Bah, c'est une bonne position. J'attendais de pouvoir le placer. Voilà. C'est une bonne position. Et alors, je te parlerai pas de la petite famille de Danny Boone, mais par contre, je vais juste te dire, Tout le monde debout de Franck Dubosc et le film génial que Franck Dubosc attendait de sortir sur Franck Dubosc. C'est le pitch le plus tendax que j'ai eu à lire de tout le festival. Et pourtant c'est vraiment bien. C'est vraiment drôle. C'est vraiment sensible. C'est le seul film que Franck Dubosc pouvait faire. Et en plus, il est assez bien desservi. Il y a Gérard Darmon, et Gérard Darmon, il est fabuleux dedans. Et alors là, je sais pas comment ça m'est arrivé, mais Alexandra Lamy est parfaite dedans, et pour que j'en arrive à dire ça après avoir vu à peu près 90% de sa filmo, genre je sais pas ce qui est arrivé, et je pense que Franck Dubosc a trouvé le miracle de bien utiliser Alexandra Lamy. Franck Dubosc a sublimé Alexandra Lamy. Non, vraiment, alors qu'elle joue une handicapée en fait, elle joue une paraplégique. Et lui aussi il joue un paraplégique, mais ils sont paraplégiques et le film s'appelle Tout le monde debout. Je commence à voir pourquoi tu dis que c'était tendax. Ouais, non, elle joue une paraplégique et lui joue un paraplégique, mais il joue un faux paraplégique qui se fait passer pour un handicapé. C'est une référence à François Feldman au Téléthon ou Ah, très bien. Alors il faut que t'expliques pour les gens qui. Eh bien, lors d'une émission du Téléthon, donc le Téléthon, cette émission caritative pour les malades atteints de myopathie. François Feldman c'était François Feldman, hein, je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est François Feldman. Chante une chanson et alors que le refrain arrive, il fait allez tout le monde debout et se rend. Non, c'est pas. Alors je vais être encore plus précis parce que j'adore cette séquence, parce que vraiment c'est le moment de gêne absolue. C'est genre la musique part et tout, il fait allez levez-vous et là il se rend compte qu'il est au Téléthon, il fait là-bas. Donc on trouvera l'extrait, on mettra un lien. J'ai passé un très chouette festival. J'ai vu pour environ un trimestre de comédie en avance, donc je suis très 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 content. Il y a eu des chouettes films, donc voilà, je les ai name droppés à peu près tous. Et il y a eu une journée vraiment très très dure, c'est-à-dire où on s'est enquillé 4 mauvais films, et ça c'était vraiment, 4 films, on n'en pouvait plus quoi. C'était difficilement supportable. Et voilà, quand même la sélection est assez bonne, et je pense que le Franck Dubosc aurait eu toutes les chances de gagner s'il était en compétition, mais voilà. Et d'ailleurs, il était hors compète. Il était hors compète, il est président du jury. Ah bah oui. Et d'ailleurs, il a beaucoup rigolé sur le fait que ils étaient corruptibles, qu'ils attendaient de l'argent, et qu'en plus il a dit mais je vais pas donner le Grand Prix à un film qui sort en même temps que le mien. Oui. Il a joué le gros connard, mais genre, et tu sais quoi, les gens disent c'est drôle, mais moi dans ma tête je me dis non mais il y a un fond de vérité quand même. Non mais il est sérieux. Oui, tu fais pas ce genre de blague si tu n'y crois pas. Enfin, c'est clairement il y a un truc quoi. Alors en parlant de blague, je pense que on va faire le sujet le plus court de l'histoire de After Eight, puisque on a 10 minutes pour parler de Three Billboards. Oui, parce que After Eight, c'est un truc très très délimité dans le temps. C'est une émission très préparée, très organisée, comme vous le savez. Donc, jingle. Non, c'est de ce côté qu'il faut regarder. Oye, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Casse-toi, sale gominé. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, alias les panneaux de la revanche, les panneaux de la vengeance. Je sais plus comment il s'appelle en français. Il s'appelle Three Billboards, les panneaux de la vengeance, donc un titre les panneaux de la vengeance. Ouais, et en même temps. Non. C'est un titre de merde, c'est pas une vengeance. Je suis toujours outré par ce titre. Vient juste de gagner, c'est le grand gagnant des SAG Awards où il a reçu le prix pour le meilleur performance de l'ensemble des acteurs. Il a reçu Sam Rockwell en a eu un, Frances McDormand en a eu un. Ouais.
Donc ils ont fait carton plein. Globalement, ouais. Et il vient de sortir en France et on a dit qu'on en reparlerait. Moi j'en ai parlé une fois, j'ai fait un spécial de nos ciné là-dessus et je me suis retrouvé un peu isolé, je vais t'avouer, puisque les deux gens autour de moi étaient extatiques, pas extatiques, mais il y en avait au moins un qui était vraiment fan et l'autre trouvait des qualités au film, et moi il y a vraiment des choses qui me font grincer des dents dans le film, et on peut pas nier qu'il y a quand même une espèce de patte pour moi que j'appelle un peu frère Cohen du pauvre, c'est-à-dire où ils ont vraiment essayé de canaliser ce qui fait un peu la patte frère Cohen, c'est-à-dire ils ont quand même pris Frances McDormand qui est quand même McDormand, tu vas pas y arriver, merde, hein. Merde, ça fait deux fois. Merde, putain, mais pourquoi Je sais pas. Pourquoi putain, en plus tu vois comment Fargo est classé chez nous à Super Ciné Battle, Alors c'est dingue, oui, quoi. mais j'ai vu aussi d'autres films des frères Cohen que vous avez classés vachement bas, hein. Tu parles de O Brother? O Brother est placé très bas. Je crois que vous avez parlé de Barber aussi, non? Je sais plus. Non. Lady Killer, c'est Lady Killer. Bon, Lady Killer. Ouais, mais non, mais on a pris les pires, si tu veux. Voilà. Ah, O Brother, c'est bizarre parce qu'il a vraiment une cote aux États-Unis, alors que en France, les gens ils font O Brother. Moi, je l'aime bien, O Brother. Alors, ça reste un chouette film, mais il a ses petits problèmes, comme on l'évoquait. On peut dire aux gens d'écouter Super Ciné Battle où nous en débattions. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous parlons de Three Billboards. Voilà. Et parle-moi de ta passion de Three Billboards, puisque c'est un film qui t'a marqué. Eh ben, c'est un des meilleurs films que j'ai vu l'année dernière, moi, personnellement. Moi, donc cette année. Bah non, il est sorti en 2017 aux États-Unis, hein, donc je l'ai vu en 2017, désolé. Il est dans mon top 5 des films que j'ai vus en 2017, à l'aise, et j'ai vraiment adoré. Alors, je trouve ça un peu dur d'appeler ça un film des frères Cohen du pauvre. C'est sûr que oui, il y a des ressemblances, c'est un drame, il y a des passages très sombres et pourtant il y a énormément d'humour. Il y a une galerie de personnages hauts en couleur, et c'est vrai que Frances McDormand, c'est une actrice qu'on a l'habitude de voir chez les Cohen, c'est sûr. Mais dans le même temps, je trouve que Martin McDonagh, donc le réalisateur et scénariste du film, il a sa patte, et il est pas à son coup d'essai, hein. Son premier film, c'était Bon baiser de Bruges, et t'avais déjà cette espèce d'aspect comédie noire, parce que voilà, on suit quand même deux tueurs, mais deux tueurs qui sont, il y en a surtout un qui est joué par Colin Farrell, qui est un peu à moitié idiot, et ça c'est vraiment un film qui est extrêmement drôle, en plus d'avoir ses côtés un peu sombres. J'avais déjà dit dans After Eight que je n'ai toujours pas vu Seven Psychopaths, mais ça y est, là, j'ai acheté le DVD, donc je vais pouvoir le regarder, mais je n'ai toujours pas regardé. Mais donc Three Billboards, lui aussi a des aspects extrêmement sombres, extrêmement glauques, des aspects très dramatiques. Il y a quand même un suicide, il y a quand même des actes criminels qui se déroulent dans le film, et puis il y a des personnages qui ont de multiples facettes, qui sont pas tout blanc ni tout noir, que même le perso le plus pourri à un moment montre un peu d'humanité, et puis à l'inverse, le personnage auquel t'as envie de t'attacher, au final tu te rends compte qu'elle fait n'importe quoi et qu'elle part complètement en vrille. Et moi j'ai trouvé ça vraiment bien vu et bien traité, et puis bien écrit, parce que oui, c'est aussi extrêmement drôle, et c'est ce qui permet de faire passer le truc comme une lettre à la poste, en fait. Je trouve que c'est un film important, parce que déjà on en débat, et c'est un film qui nous a touchés de plusieurs manières. J'ai eu plusieurs étapes d'aimer dans mon appréciation du film. D'abord, quand je suis sorti du film, j'ai trouvé ça, j'ai fait putain, c'est un vrai moment de cinéma, il y a vraiment un vrai patte, il y a vraiment une vraie envie. Ensuite, techniquement, il est impeccable. La photo est cool, la réalisation est top. Globalement, voilà, quoi. En arrivant au métro, j'étais en train de me dire, bon, c'est quand même un film des frères Cohen light, parce que ça rentre même pas dans mon top. S'il fallait comparer un film des frères Cohen, il rentrerait même pas dans mon top 15-20 des films frères Cohen. Oh, t'es dur. Oh là là. Non, mais en fait, et plus je réfléchissais, et plus il y avait des choses qui me posaient problème. J'ai écouté le podcast de NPR.
d'abord j'adore l'écouter, et surtout j'aime bien entendre leur avis parce ils ont des points de vue différents du mien, en fait. Généralement je suis jamais d'accord. Ils étaient extatiques sur Wonder Woman, j'étais là genre ok. Pour eux le Star Wars c'était genre waouh, tu vois, genre ils ont des choix très bizarres, mais en même temps ils ont un point de vue aussi américain, et aussi ils peuvent pas faire abstraction de ce qui se passe dans l'actualité. Ils peuvent pas faire abstraction aussi de qui ils sont. Il y a parmi eux un mec Glenn Weldon qui est gay et qui est genre il est très très présent dans la vie associative et tout. Il est hilarant. C'est un auteur génial. Ils ont des gens de couleur, et donc du coup ils ont un point de vue différent, et j'essaie de me mettre à l'écoute de points de vue différents. Le but n'est pas de juger le film d'un point de vue dont je ne suis pas. Moi je ne représente que moi-même. Mais en tout cas, je suis à l'écoute de ce qui a pu les déranger, et du coup, j'ai essayé de comprendre ce que j'aimais pas en ce film, et fur et à mesure, j'ai compris. Je déteste, et je l'ai déjà dit dans Super Ciné Battle, je déteste plus que tout American History X. American History X, pour moi, c'est un des films les plus scandaleux, c'est le plus scandaleux qu'Hollywood a pu faire, puisque, je te rappelle, et la spoiler alerte pour American History X, c'est l'histoire d'un gros facho, d'un gros nazi, enfin, genre, il a une croix gammée tatouée sur le corps, qui va en prison, et puis il rencontre un gentil noir, qui lui dit, le racisme, c'est pas bien, il faut que tu sois un mec bien, et en 10 minutes de conversation avec Gentil Noir, tout d'un coup il sort de prison, il est guéri. D'abord, ça c'est un autre message, c'est que ça veut dire que la prison a une valeur de rédemption, c'est le genre de message que les Américains ont besoin d'entendre, mais ça ne se passe pas comme ça, les gars. Et aussi il a ce que j'appelle la rédemption magique, c'est-à-dire on lui dit un truc et puis du coup il fait d'accord, c'est vraiment ce que je faisais, c'est vraiment pas bien. Et dans Phoebe Board, il y a un personnage qui a un arc de rédemption. Tu le mentionnais, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et ça je l'admets complètement, mais il a un arc, c'est le personnage le plus ubuesque qui a un arc de rédemption. C'est-à-dire c'est un mec qui n'existe à chaque fois que les gens en parlent, il n'est mentionné que pour dire que c'est un raciste, c'est un mec qui tabasse les noirs, c'est un mec qui tabasse les homosexuels, et genre c'est dit sur le ton de la blague. Alors pour plein de gens ça peut être #toosoon, je ne suis pas concerné et tout, mais du coup je comprends que ça peut tilter. Attends, je vais juste je te laisse finir. Je suis pas du tout d'accord en fait. Mais continue. Ouais, bien sûr. Mais donc le seul mec qui a un arc, vraiment le mec qui a un arc de rédemption plus que l'héroïne même, puisque l'héroïne au contraire on te montre que elle a fait fausse route, que sa colère était déplacée, et dès le début en fait. Alors évidemment c'est mieux que vous ayez vu le film avant, et je vous incite à aller le voir parce que c'est quand même un film intéressant, et c'est un beau film aussi. Mais si vous l'avez pas vu, zappez 5-10 minutes. Ouais. Mais dès le début, tu apprends que le shérif contre lequel elle est en colère est malade en fait, et il en a plus pour longtemps. Et du coup, tu comprends dès le début que la colère, donc les panneaux de la colère, ils sont mal placés en fait. Tu comprends dès le début que il y a un truc qui cloche dans sa manière de faire. Et le mec qui d'ailleurs qui est alpagué, qui est joué par Woody Harrelson, du coup il passe pour un bon gars en fait. Il passe pour un bon gars. D'ailleurs, il le joue très Woody Harrelson. C'est-à-dire Woody Harrelson quand il sait jouer les psychopathes, mais il sait vraiment bien jouer les bons gars. Je trouve que sa performance est géniale. Je trouve que c'est le mieux. C'est le mieux même. Il est meilleur que Sam Rockwell en fait pour moi. À mon avis, parce que je trouve vraiment de l'empathie. Le mec, il va crever dès le début. Vraiment, il y a un truc très touchant dans son rôle. Et on te le montre comme un gentil papa, comme un gentil père de famille, à tel point que il est le shérif de la ville, et tu ne peux pas comprendre pourquoi il garde le connard qui tabasse les gens, qui tabasse les noirs, sous son aile, en fait. Alors qu'il a l'air d'être un mec rigoureux, et en plus, on te dit qu'il a fait tout son possible pour l'enquête. L'enquête qui concerne la fille de Mildred, de Frances McDormand, la fille de Frances McDormand, qui on l'a pas rappelé le pitch, mais on l'avait déjà évoqué. L'idée c'est que Frances McDormand achète des panneaux de publicité et elle alpague le shérif
le shérif de la ville pour dire ma fille a été violée et tuée, brûlée vive, et ça fait 6 mois, et pourquoi vous foutez rien? Et ça fait 6 mois et toujours pas de suspect en fait. Ouais, toujours pas de suspect. Comment est-ce possible, shérif Willoughby? Qu'est-ce que vous faites, quoi? Ouais. Et le pitch est génial, hein, je trouve, c'est vraiment super. Et je trouve que et je sais pas, parce que je cherche des héros moraux. C'est pas du tout ça. En plus, surtout, je cherche pas de la morale dans quelque chose qui se veut un peu frère cohénien. Clairement, parce que chez Frère Cohen, justement, c'est pas ça, justement, il y a pas de morale. La morale, c'est que finalement, on est tous foutus, quoi. C'est ça, en général, la morale chez les Frères Cohen. Le problème, c'est que, t'as un arc de rédemption magique pour un mec qui est un facho. Et parce qu'il, alors spoiler, j'espère que vous n'écoutez pas le podcast si vous avez pas vu passez tout de suite à nos recos, mais il lit une lettre magique qui lui est laissée par le shérif et tout d'un coup il devient gentil, quoi. C'est littéralement ça qui lui arrive. Après, il lui arrive il se prend un cocktail molotov. Je suis toujours pas d'accord, hein, mais il se prend un cocktail molotov dans la gueule, mais je pense que par moment, il faut écrire les personnages de manière assez cohérente, et là, il est une incohérence totale, je trouve, par rapport au film. Autant Frances McDormand, je comprends, et clairement, on te montre qu'elle a tort, en fait. Clairement, on te montre qu'elle est, que ça part en vrille, et que sa vie part en vrille, son fils il est complètement, enfin, ils sont tous traumatisés par cette histoire, et le fait que elle est enragée, bah, ça empire, ça fait que empirer les choses, en fait. C'est ça pourquoi le mot vengeance est pas si mal trouvé, c'est qu'elle c'est finalement un truc de vengeance, alors que la vengeance, elle est mal placé, en fait. Et en face, il y a cette espèce de nazi qui je trouve qu'il le joue pas bien, en fait. Moi, je trouve qu'il le joue de manière pas subtile du tout. Et en plus, on a un peu son arc d'origine, puisqu'on voit sa maman, et on voit ses relations de famille qui sont complètement exécrables, et tu te dis, ah, ok, ça c'est le moment où il nous justifie pourquoi il est comme ça. Donc en plus, ils nous font une espèce de facho origins. Sa maman qui est la mère de Mac dans It's Always Sunny in Philadelphia, d'ailleurs, pour l'anecdote. Je pouvais pas du tout savoir, mais voilà, c'est joué de manière non subtile, et j'ai vraiment du mal et en fait, une fois que tu réfléchis à tous ces problèmes de cohérence de personnage, en fait, ça ne fonctionne plus pour moi. Et je trouve que la comédie, parce que c'est quand même une comédie noire, si tu te mets à trop réfléchir au pourquoi du comment, et ben tout d'un coup le film ne tient pas debout, en fait, pour moi. Voilà, c'est juste ça, et c'est même plus que c'est même pas une question d'avoir un regard différent, genre la manière dont est traité Peter Dinklage comme un je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Elle est vraiment dégueulasse, elle a rien, j'ai du mal à m'identifier à cette héroïne. Elle le joue bien, mais c'est vraiment un film compliqué à aimer pour moi. Voilà, j'ai dit ce que j'en pensais, et je peux te laisser le mot de la fin. Bah écoute, oui, moi je vais répondre à tout ce que tu dis sur Dixon, et je vais t'expliquer pourquoi moi je pense que justement le perso est beaucoup plus subtil que tu ne le décris. Dixon, il s'est pas du tout dit sur le ton de la blague qu'il est raciste et qu'il tabasse des gens, pas du tout, au contraire. Je veux juste dire, il dit, à un moment, on lui dit tabassage, comment ils disent, présumé, il faut, ah oui, non, présumé tabassage, genre, c'est genre, lol. Ah non, ils le disent vraiment sur le ton de la blague. Eh ben, je suis pas du tout d'accord, parce que justement, ils emploient le fait qu'il tabasse des gens pour justement lui renvoyer au visage que il est pas légitime en tant que flic, qu'il est raciste, qu'il a des tendances violentes, et c'est quand même avec ça qu'ils se servent de ça pour le rabaisser quand il s'adresse à lui. Et ce qui n'est pas forcément anormal non plus, puisque le type est violent, que le type est raciste, et que le type est manifestement pas le meilleur flic qui soit. Maintenant, pour ce qui est de ce que tu appelles son arc de rédemption, moi j'appelle pas du tout ça une rédemption. Déjà parce que qu'est-ce que tu considères une rédemption? Le fait qu'il a l'impression qu'il va trouver l'assassin de Mildred, mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve à l'hôpital, gravement brûlé, après que Mildred ait foutu le feu au commissariat de police, et il se retrouve dans la même chambre que le type qu'il a tabassé la veille. Et en fait, il va se rendre compte que le type qu'il a tabassé la veille, se rendant compte de qui il est,
est peut-être un peu craintif au début, mais fera encore preuve d'humanité face à lui. Ensuite, il se prend dans la gueule le suicide de Willoughby, et effectivement, il lit cette lettre, et après avoir lu cette lettre, il se rend compte que Willoughby avait encore foi en lui, que mine de rien, t'as deux personnes différentes qui lui montrent que malgré tous ses défauts, tous les trucs qu'il a pu faire, et parce que on a le fait qu'il ait tabassé un noir en cellule, il y a des références, mais on le voit pas en fait. On n'a pas les circonstances, on sait pas exactement ce qui s'est passé et pourquoi il s'est retrouvé à tabasser un type. Et en fait, sa réaction, il va essayer de rendre un peu de cette humanité qu'il vient de récupérer, dont il vient d'hériter. Et à partir du moment où ça foire, parce que finalement il trouve pas le bon coupable, qu'est-ce qu'il propose de faire à Mildred ? Il propose d'aller commettre un meurtre. Moi, j'appelle pas ça une rédemption. Quand un flic propose à une civile de se barrer dans un autre état pour commettre un meurtre, c'est que le type, il est viré. Il est viré, tout à fait. Mais c'est que le type finalement n'a toujours pas de valeur compatible avec le boulot qu'il faisait auparavant. Pour moi, il y a pas le type n'a pas connu la rédemption. Il a toujours pas de valeur qui lui permet d'être un citoyen entre guillemets modèle. Et le seul truc qu'il sauve un peu, c'est que quand il discute avec Mildred dans la voiture à la toute fin, ils se rendent bien compte qu'en fait leur plan c'est de la merde et que ça sert à rien. Et c'est pour ça qu'ils font demi-tour. Mais tu vois, pour moi, il n'y a pas de rédemption à partir du moment où il lui propose d'aller commettre un meurtre. Parce que à partir du moment où ils se rendent compte que l'ADN correspond pas, ils se disent ouais mais bon le type il doit bien être coupable de quelque chose donc on va aller le buter quand même. Enfin tu vois, c'est pour moi il est pas érigé en héros le gars. Heureusement que le film s'arrête là et qu'il continue pas surtout. Non mais voilà, mais à partir de ce moment-là pour moi le gars il est pas du tout érigé en héros. Il a un moment il essaye de faire preuve d'humanité envers Mildred parce que il a reçu une sorte d'électrochoc avec les preuves de compassion qu'il a pu recevoir donc du gars qui loue les panneaux et du shérif qui mine de rien l'a quand même couvert. Il essaye peut-être de se montrer digne de la confiance que lui portait le personnage de Woody Harrelson, mais tu te rends bien compte que quelque part il en est pas digne puisque sa réaction c'est de préméditer un assassinat. Donc pour moi il n'y a pas vraiment de rédemption de ce personnage, ça reste un personnage pourri. Écoute, qu'est-ce qui va devenir, on le sait pas au final, parce que au moment où ils font demi-tour, et c'est quelque chose qui a peut-être déçu une partie du public aussi, au final le meurtre de la fille de Mildred n'est pas résolu et elle va vivre avec ça et elle confesse quand même à Dixon que c'est elle qui a foutu le feu au commissariat, mais tu vois il est pas con quand même, il s'en rend bien compte quoi. Donc voilà, moi c'est pour ça que tout ce côté rédemption de Dixon, étant donné que moi je considère qu'il n'y a pas de rédemption, ça ne m'a pas du tout dérangé. Après, attends, il y avait un autre truc. Ah oui, donc si tu veux, vas-y. J'ai juste pour finir, bon après c'est un détail. Les frères Cohen ont réalisé 17 films. Sérieux, c'est même pas dans le top 15. Franchement, je te trouve vraiment vachement dur, mais bon. Ouais, c'est vrai que ça serait intéressant, mais après, c'est même pas dans mon top 3 du réalisateur, quoi. Mais il a fait que 3 films. Comment tu oui. Ah, quel connard. Bon, voilà. Mais écoute, en tout cas, vous avez compris que c'est un film qui c'est un film qui fait parler, en tout cas. Moi, je trouve ça bien. Qui nous a fait parler. C'est clairement un film très très beau. Je trouve que c'est un film vraiment très beau. Et il y a pour moi de vrais soucis. Pour toi, ça passe crème. Ah ouais. Et je suis d'accord par contre que le personnage de Mildred elle est dégueulasse hein, et que je trouve ça plutôt malin justement parce qu'au début t'es à fond pour elle et quand tu te rends compte de tout ce qu'elle fait et de comment elle se comporte, enfin tu vois avant même qu'elle foute le feu au commissariat, tu te rends bien compte qu'elle est en train de partir en sucette, la manière dont elle traite le personnage de Peter Dinklage, tu te dis oh là là mais quelle connasse, enfin c'est bien. Il y a un truc qui est passionnant dans ce film et je pense au post-factum, c'est ça sera de suivre sa carrière, voir ce qu'il va donner. On l'a vu aux Golden Globes, mais maintenant on va le voir ensuite aux Oscars, aux Academy Awards. Je pense que c'est ça va être il est prédisposé à être le gagnant et je pense qu'au contraire les Golden Globes ça va être le baiser de la mort, mais comme l'a été d'ailleurs La La Land l'année dernière aux Golden Globes et finalement qui n'a pas eu l'Oscar. En fait, écoute, je m'intéresse aussi à la politique du ciné et surtout à la vie politique de ce film parce que à une année où t'as aussi Get Out qui est candidat et qui n'a presque aucune chance
Et d'avoir un Get film Out comme qui ça, n'a rien eu au Golden Globe, si je me trompe pas. c'est Get peut-être Out- un avantage maintenant. Mais je Get sais Out, pas. il souffre d'être sorti il y a 11 mois et demi, quoi. Et 11 ça, mois et c'est- demi. c'est dur pour lui. 11 mois et demi, il a plein, et surtout c'est un film de genre, c'est un film de 2 genres différents. C'est un film. Mais là, ouais, Three c'est Billboards, vrai. en fait, il va se retrouver en face de Lady Bird et de The Post. The Post, qui est le film le plus post-Spielbergien possible. Ah, mais The Post, j'ai failli m'endormir devant, quoi. Enfin, Ah, c'est tu pas- l'as vu? Ouais, je l'ai vu, ouais. Ah, cool. Et c'est vrai que j'aurais pu en parler. C'est The Post, je peux en parler rapidement sans spoiler. C'est pas mauvais, mais c'est Spielberg qui essaie d'avoir un Oscar, quoi. C'est vraiment. Enfin, tu vois, C'est je con pense parce que que- c'est comme c'est il con l'avait parce fait pour Lincoln, quoi. C'est con parce qu'il est, il en a pas besoin, en fait, presque. Genre, il Bah. a déjà, c'est... Mais voilà, The Post, c'est pas que c'est nul, mais je pense qu'avec un sujet pareil, ça aurait pu être beaucoup mieux. Et c'est trop académique, en fait. C'est vraiment Eh bien, très, très, très académique. Il sort le jour de diffusion de l'épisode, donc écoute, Ah bah voilà. ça va Après, être ta petite reco. Après, Spielberg a toujours du talent. Hein. Il y a des passages où tu te dis mais comment il a filmé ça, quoi. Il y a des passages d'une fluidité hallucinante où t'as genre 15 personnages dans une salle à manger et la caméra va de l'un à l'autre et c'est hallucinant. Il y a peu de gens qui arriveraient à faire un film aussi fluide. Mais derrière, ouais, c'est trop académique, trop plan-plan, j'ai trouvé. Un peu feignant, quoi. Mais calibré pour les Oscars, évidemment. Bah écoute, ça sera intéressant de revenir sur les Oscars. Ces dernières années, j'ai fait plutôt les paris du cœur et du coup, j'ai été très mauvais en pronostic. Je pense que cette année, je vais faire le pronostic, quoi, genre le mathématique, celui qui va gagner. Comme Mais ça, il y a aussi The Shape of Water qui va sûrement avoir quelques prix. Si c'est pas cette année, Shape of Water, c'est jamais. Hein. Bah ouais, honnêtement, déjà si Genre, si Desplat a pas l'Oscar pour la meilleure la meilleure musique, je sais pas ce qui se passe, quoi. Parce que, C'est marrant que tu dis ça, j'ai aucun souvenir de la musique. Hein. Ah, moi la musique dans Shape of Water, c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus marqué. Ah non, moi pas du tout. Autant la photo, autant tu me dirais ça. Ah, la photo est géniale aussi, mais Vous savez ouais, quoi? On va revenir sur Shape of Water la prochaine fois. on en reparlera une prochaine fois. Ouais. Quand il sera sorti. Je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un sale gang d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes. C'est peut-être l'heure de nos recos? Ben oui, écoute, je commence. Moi, ça va aller très très vite. Je vais recommander un livre. C'est un livre de jeux vidéo et c'est un livre qui s'appelle Super Famicom The Box Art Collection, avec l'accent parce que c'est un livre anglais. Ce qui peut paraître assez paradoxal, sachant que la France est un des principaux éditeurs de bouquins sur le jeu vidéo. Et ben pour une fois, je suis allé taper du côté anglais parce que c'est une maison d'édition qui s'appelle Bitmap Publishing, je crois, et qui a une approche qui est très différente des éditeurs français comme Third ou comme Pix & Love, parce que eux ils focalisent à fond sur tout ce qui est visuel. Donc tous leurs bouquins sont super beaux, super bien maquettés, avec à chaque fois une mise en page de fou furieux, des belles couleurs. C'est vraiment les parfaits bouquins que tu vas laisser traîner sur une table basse, tu vois, parce que c'est des beaux ouvrages. Et ils insistent évidemment beaucoup plus sur le visuel que sur l'écrit. Mais quand tu ouvres le bouquin Super Famicom The Box Art Collection, comme son nom l'indique, c'est donc une collection des plus belles illustrations de boîtes japonaises de jeux Super Nintendo. Et parce que les boîtes japonaises avaient été généralement plus jolies, déjà parce qu'elles étaient verticales et pas comme les boîtes américaines ou européennes qui avaient une disposition horizontale, parce que l'artwork était bien plus mis en valeur que sur les boîtes européennes ou sur les boîtes américaines où en fait il y avait un encadré avec l'artwork, généralement avec le titre en gros au-dessus, en surimpression, avec des logos dans tous les sens. Sur les boîtes japonaises, généralement l'artwork était vraiment beaucoup plus mis en valeur, et donc à chaque fois il y a un petit texte explicatif qui parle un peu du jeu, parfois qui parle un peu de l'artiste. Et donc c'est un très chouette bouquin pour les gens qui ont aimé la Super Nintendo et qui aiment la Super Nintendo et la Super Famicom. C'est chaudement recommandé, c'est encore trouvable, la plupart de leurs publications sont soit en rupture, soit en réimpression, mais celui-là est encore trouvable. Donc c'est chez Bitmap Books et ça s'appelle Super Famicom The Box Art Collection. À toi Daniel. Bien écoute, pour une fois, je vais pas faire un comics, mais 2 comics. Ouh là là. Ouais, exactement, ça faisait longtemps en fait. Et je voudrais parler de 2 comics qui s'arrêtent, puisque Marvel en fait a eu une espèce d'envie de faire plein de nouveaux comics
en début d'année, en fin 2016, début 2017. Et finalement, ils s'arrêtent en fait parce que ça vend pas assez et c'est vraiment des chouettes comics donc ils vont s'arrêter, donc ils vont être publiés en recueil. Et est-ce qu'ils vont avoir une fin ou est-ce qu'ils vont être coupés dans leur Oh non, en général, ils essayent quand même, ils les préviennent les auteurs. Ils les laissent finir, ouais. Okay. Ouais, ils leur laissent quand même 2 mois d'avance pour dire bon bah écoute, on s'arrête au numéro 10 ou 11, peu importe. Et le premier dont je vais parler est Iceman. Et Iceman, tu le connais, c'est le 4e X-Men fondateur. Ouais. Donc qui s'appelle Iceberg en français. Iceberg en français, Bobby Drake. Et Bobby Drake, il lui est arrivé un problème. Alors je ne pensais pas que ce comics allait être bien et c'est pour ça que j'en parle. C'est que Bobby Drake, il lui est arrivé un problème, c'est qu'il a rencontré il y a une version de Bobby Drake jeune qui est tombé dans le monde Marvel. C'était donc il y a eu 2 Bobby Drake, il y a eu une version adolescent et une version adulte. Bah tu peux expliquer rapido, hein, c'est les Non, il y a pas besoin en fait. Juste il y a eu par accident. Il y a eu un voyage dans le temps, on va dire. Voyage dans le temps et donc il y a 2 entités du même personnage qui étaient là dans le temps. Et donc il y avait une Jean Grey jeune et la Jean Grey jeune qui découvre ses pouvoirs télépathiques. Elle a fouillé la tête de Bobby Drake et elle lui a dit mais tu es homosexuel. Mais du Bobby Drake jeune ou du Bobby Drake Du Bobby Drake jeune. D'accord. Et du coup, alors d'abord j'étais un peu choqué par l'idée parce que du coup quelque part elle lui a extorqué. Elle lui a fait. C'est un coming out de force. C'est un coming out de force. C'est une idée de Brian Bendis et en général les idées de Brian Bendis elles sont et surtout il laisse en plan en fait l'idée. Ça a jamais été utilisé. Et donc d'autres auteurs se sont attelés à la tâche en fait d'essayer d'en faire quelque chose de cet état de fait. C'est souvent dans les comics, soit on fait comme si rien n'a existé. Je vous rappelle que Nightcrawler est le fils de Satan en fait. Et c'est un truc complètement débile, mais bon. Et donc du coup tout le monde fait comme si ça n'a jamais existé. Et donc Iceman donc se retrouve, ce gamin se rend compte qu'il est homosexuel et qu'il l'a refoulé en lui toutes ces années. Et donc il parle à lui-même adulte et il lui dit mais en fait t'es gay en fait. Et donc le mec adulte le reconnaît finalement. Il n'a jamais eu de relation sexuelle avec il a toujours eu des copines, mais c'est la manière que Brian Bendis, donc l'auteur de cette idée, il était pas avec Rogue à une époque. Il était avec Kitty Pryde, était avec en plus il était avec des femmes assez représentatives du monde Marvel, enfin du monde des X-Men. Mais c'est la manière qu'ils ont trouvé d'expliquer pourquoi il s'est jamais casé et tout ça. Et je trouvais que c'était une très mauvaise idée. Je trouvais que c'était avec Polaris qu'il était pas avec Rogue. Oui, il était avec Polaris, donc Lorna Dane. Ouais. Et du coup, très très mauvaise idée. Je me suis dit oh là là, où ça va? Et parce que du coup, il fait le jeune lui-même fait le coming out du vieux en fait, tu vois. C'est du coup, ouais. C'est très très particulier. C'est très bizarre et surtout c'est une manière de prendre un personnage qui a été inventé en 66, enfin 63 et pour en faire 66 je crois. Pour ensuite le changer le personnage qu'il était, c'est-à-dire il a jamais été évoqué une seule fois qu'il était gay. Et de tout ce merdier, parce que c'est quand même un beau merdier puisqu'il y a quand même un mec temporel et machin, c'est quand même un beau merdier, de tout ce merdier. Et bah il en sort un comics vraiment intéressant où en fait Iceman passe le temps à essayer de faire comprendre à sa famille qu'il est gay en fait, que tout ce temps-là il leur avait pas dit qu'il était vraiment. Et il faut voir que la famille de Bobby Drake, ça c'est des choses qui existaient avant. La famille de Bobby Drake, c'est des mecs super coinsos qui lui reprochaient déjà d'être mutant. Et du coup, il y a une espèce d'histoire ils lui font les reproches du genre putain mais déjà t'es un mutant et en plus t'es homosexuel, c'est vraiment des connards en fait. D'accord. Et voilà, ça dure pas longtemps, ça dure 10 numéros avant que ça soit annulé parce que ça ne vendait pas assez. Mais la surprise, c'est que ça soit un vrai comics intéressant basé sur le coming out en fait. Voilà, imagine-toi un personnage que tu adorais quand t'étais jeune et tout d'un coup on découvre que il y a un truc vraiment important dans sa vie. Et voilà, et c'est comme ça que le comics a été vendu. C'est assez joliment dessiné, mais surtout c'est très bien écrit en fait, je trouve. Ça aurait pu être ça aurait pu être de la grosse merde. Et c'est écrit par Sina Grace.
Et je trouve que ça s'en sort vraiment bien. Ça va sortir en relié intégral bientôt, puisque c'est terminé, ça ne vendait pas assez. Ouais. Mais je trouvais que c'était vraiment audacieux de la part de Marvel de tenter un truc comme ça sur un personnage vieux, et c'est aussi une bonne manière d'utiliser ce qu'on appelle un plot thread, c'est-à-dire un bout de scénario qui est resté en plan, dont personne n'en avait rien à foutre et tout le monde était embarrassé, et d'en faire une histoire intéressante. Et c'est souvent ce qui arrive avec les scénarios de Bendis, en fait. Donc voilà pour Iceman. Et le deuxième, je vais être plus bref. Je vais recommander Hawkeye. Alors tu vas me dire, merde, on en a déjà beaucoup parlé de Hawkeye. Ben ouais, mais c'est pas le même Hawkeye. Non, c'est pas le même Hawkeye, puisque ils ont essayé de refaire Hawkeye, une deuxième Hawkeye derrière, ensuite. Ouais, qui était moins bien. All New Hawkeye, qui était évidemment moins bien. Et je vais te dire, celui-là est moins bien, parce que le premier Hawkeye, pour moi, c'est un truc, vraiment, c'est un comics sur lequel on va en parler encore pendant 10 ans. C'est un comics sur lequel je veux dire, c'est le comics qui m'a réconcilié avec les comics Marvel. Moi, j'avais complètement décroché et voilà. C'est vrai donc, que on vous le recommande encore une fois, le Hawkeye original, donc de Matt Fraction. Matt Fraction et David Aja. Ouais. Et ce Hawkeye-là, donc numéro 1 publié en 2016, et ça va bientôt s'arrêter, donc c'est pas, voilà, malheureusement. Il y aura 2 paperbacks, du coup, ou 3. Ouais, je pense que ça va s'arrêter au 14, non, c'est 15, je pense. Et ce qui est intéressant d'abord, c'est que c'est écrit par Kelly Thompson, et Kelly Thompson, j'en ai déjà parlé, puisque c'est l'auteur du reboot de Jem. Et elle est vraiment très douée. Elle a un don pour trouver des nouvelles idées et de rafraîchir des concepts un peu vieux. Et du coup, littéralement, elle en a écrit une sorte de Jessica Jones, mais à LA, et avec Hawkeye. Et Hawkeye, c'est pas le Hawkeye qu'on connaît, pas le Hawkeye du film. C'est Hawkeye la fille. C'est Kate Bishop. C'est Kate Bishop qui a été vraiment mise en avant dans le premier Hawkeye, en fait. Donc c'est une autre Hawkeye. Elle est détective à Los Angeles et elle enquête de multiples enquêtes, et c'est assez rigolo. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que il y a une vraie dynamique avec d'autres personnages. Elle rencontre genre elle côtoie le monde Marvel. Elle a sa revanche avec Madame Masque, donc qui est un personnage récurrent maintenant, et du monde Marvel, et surtout du monde Marvel et de l'univers de Hawkeye. Et ce qui est génial, c'est qu'à un moment, donc Clint Barton, donc le Hawkeye, va débarquer. Et il y a un moment où Wolverine, la All New Wolverine, donc c'est des nouveaux personnages de personnages archétypaux de Marvel qui, genre la nouvelle Wolverine, c'est X-23. C'est X-23, c'est une jeune fille. Donc c'est assez rigolo de voir cette espèce de dynamique de nouvelles meufs à la place de mecs archétypaux. Et ce qui est génial, c'est que dès que Hawkeye arrive, c'est Jack Burton. C'est Jack Burton, c'est genre il est là, mais c'est le pauvre mec, il est complètement à l'ouest. Il est génial, en fait. Vraiment, ça devient une espèce de comédie, ça devient un buddy movie, ça devient une espèce de truc en BD que j'aurais envie de voir en film. Et malheureusement, c'est jamais une bonne idée. Donc, voilà. C'est vraiment un super comic. Ça s'arrête au 15e volume, donc je pense que ça va faire 2 TPB. Voilà. Écoute, c'est vrai. Il y a déjà 2 TPB, donc il y aura un 3e TPB avec 2 chapitres et certainement des trucs supplémentaires, je pense. Voilà, c'est dessiné par Michael Walsh et aussi par attends que je veux pas écorcher son nom, Romero. Leonardo Romero. Les couvertures sont de Julian Tedesco. Elles sont vraiment super. Vraiment, quand tu vois les couvertures, elles sont vraiment trop belles. C'est des couvertures qui donnent envie de lire le comics. Et voilà, c'est Kelly Thompson à son meilleur. Cette fille, c'est vraiment pour moi, c'est l'auteur de l'année en termes de comics. Elle a écrit les comics qui m'ont le plus intéressé, enfin en tout cas dans le monde du super-héros. Voilà, j'adore Kelly Thompson et j'espère en voir encore beaucoup de comics d'elle. Et je crois qu'elle a écrit un spécial de Star Wars en plus, tu vois, donc vraiment elle a le vent en poupe. J'espère qu'elle va te créer de plus en plus, voilà. Ça va? Est-ce que je pense qu'on a tout dit? J'ai même pas eu le temps de dire After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos recos, tu t'en rends compte? Non, je me suis rendu compte, voilà, 1-2. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais je t'avoue qu'il va bientôt être 1h du matin et il va falloir que j'aille me coucher parce que sinon je vais dormir 4 heures, donc ça va. Tu vois ce que je ressens?
Alors, Quick, bon, c'est pas la peine de dire où on peut nous retrouver. Vous le savez sur très Twitter, bien. hein, voilà. Voilà, blablabla. Sur le site afterhead.fr. Voilà, Super Ciné Battle, parle à mon Luc. J'en profite pour dire que Super Ciné Battle arrive à son 50e épisode la semaine prochaine. Soyez là. On a peut-être une surprise pour vous. Un invité surprise, papa. Voilà. Très bon, je l'ai. Et voilà, n'oubliez pas. Et puis MDR, si vous voulez avoir le point complet sur les comédies, on avait François Co avec nous et là c'est aussi un as de la punchline. On avait vraiment une bonne team bien rodée. Écoute-les toi, écoute-les dans la bagnole. Ah mais je vais les écouter et tu sais que j'écoute aussi Nanarland le podcast. Alors il me semble que on leur passe le bonjour. Et dans l'équipe de Nanarland. Oui, c'est le gars qui a fait qui a fait l'édito du bouquin Nanarland, des bouquins Nanarland, donc sacré taf. Putain, tu l'as pas le bouquin Nanarland, il faut que j'ai les 2 bouquins Nanarland, mais il faut que je les lise maintenant. Voilà. Si je les ai, ils sont sur mon étagère avec un tas d'autres bouquins. C'est des très beaux bouquins et on leur passe le bonjour. J'ai écouté aussi leur podcast. Je crois que je suis pas à jour sur le dernier, mais celui sur Star Wars était délectable. Je n'ai écouté que le premier sur Chuck Norris pour l'instant, mais je me suis aussi mis à Stockholm Sardou, donc si tu veux, j'enchaîne un peu là. Ah ouais, donc t'es vraiment dans la Martin Gamera exploitation, quoi. Bah voilà, et puis j'étais un peu à court de podcast, donc je m'en suis abonné à d'autres. Et alors, est-ce que tu es vraiment Sardou? C'est Sardou sexuel? Moi je suis pas du tout fan de Sardou, moi. Mais en fait, je connais. Si tu veux, je l'ai fait pour élargir ma culture. Je connaissais les grands classiques de Sardou et je connaissais aussi surtout les chansons à problème. Donc je me suis dit, je vais écouter un peu ce qu'en disent des gens qui sont vraiment fans. Ça, c'est une bonne idée. Donc voilà, vous savez tout. J'ai oublié juste de dire sur Kelly Thompson, j'ai eu l'honneur d'écrire le postface de Jem et les Ogrammes volume 2. Et je l'avais dit à l'époque, et c'est peut-être l'occasion de le redire. C'est vraiment... c'est l'édition française. Chez qui? Chez Urban? Chez quelqu'un d'autre? Chez Glénat. Chez Glénat, et je parle de mon amour de Jem et les Ogrammes et du taf qu'elle a fait, donc c'est assez chouette. Kelly Thompson écrit Rogue et Gambit, qui vient de commencer à l'instant. Il y a 2 semaines. Genre et hier. Ouais, et je viens de lire qu'elle vient de signer un contrat d'exclusivité avec Marvel, donc ça veut dire qu'elle va avoir un débit régulier. Ah, c'est bien. Je pense qu'on peut embrasser les gens et leur dire à bientôt. On vous embrasse très fort. Au prochain épisode. Des bisous. Salut. T'as remarqué que d'habitude c'est toi qui dis des bisous. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais là, je suis, si tu veux, je calcule plus trop là. Je suis un peu fatigué. Je vais aller me coucher. Je sais pas ce que tu mettras en bonus. Je sais pas. Je vais essayer de pas réveiller ma femme déjà parce que sinon je sens que je vais me faire massacrer. Et puis je vais aller me coucher parce que je me lève dans 5 heures. Ok, un petit épisode d'1h30. Super. Voilà. On voulait faire court, c'est réussi. Bravo mec. Tu comprends ce que je ressens quand papa dit allez, encore une liste. Mais tu te rends compte que j'ai 2 épisodes de retard sur Super Ciné Battle là, mais le 47, vous avez fait 2 listes. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Je sais pas ce qui nous arrive, on rentre plus profondément dans les films. 2 listes, et je sais même pas s'il y avait un film de rattrapage de devoirs de vacances. Mais genre, il faut que genre matin, putain, avant l'enregistrement du prochain. Oh là là. Ah bah voilà. Claude vient nous rejoindre, on va faire jouer pas ensemble. Tout le monde debout.